Bonjour à tous. Ceci est un avis de deux citoyennes lambda, nous, sur le pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, il sert à quoi? Bon, il est mis en place pour pouvoir contrôler les déplacements de la population et leur accès à différentes activités. Mais attends, c'est ton avis, notamment ça. aux activités de loisirs. C'est mon avis, ça? Ah, c'est vrai. Ça contrôle et les déplacements, puisque ça est instauré dans le TGV et tout. Et, enfin, en tout cas à partir du 1er août. Et l'accès aux différentes formes de loisirs, notamment le cinéma, le théâtre et tout. Ok. Donc, tu penses que, genre pour l'entièreté de la population, c'est clair que c'est un outil de contrôle? Bah, c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle d'accès quelque part, puisque sans ça, tu peux pas accéder quelque part. Ok. Donc c'est un outil de contrôle. Par définition. Par définition. Par sa nature. Par sa nature, Et sa c'est ça, fonction et exactement. comment il est utilisé. C'est ça. Ok, L'idée soit. d'avoir un QR code pour pouvoir aller quelque part, et bah, c'est un outil de contrôle. Autant qu'une carte d'identité, en fait. Alors pourquoi il est mis en place? Eh ben parce que le Covid fait peur. Ça fait 1 an et demi bientôt. Ouais, exactement. Ça fait 1 an et demi bientôt qu'on est empêché de vivre par le Covid et par les différents confinements qui sont mis en place. Donc là, c'est une forme de carotte à la liberté. Et du coup, ce qu'on peut observer, c'est une forme de culpabilisation et de marginalisation constante de toutes les personnes qui ne posséderaient pas le pass sanitaire et qui, par définition, ne seraient pas vaccinées, puisque le fait d'être vacciné totalement permet d'avoir un passeport sanitaire complet et définitif. Ou une vaccination si tu peux prouver que tu as eu le Covid. Oui, c'est pour ça que je parle de vaccination complète. Ouais. Parce que la vaccination complète, c'est soit 2 doses. En fait, tu as 2 doses de Covid, qu'elles soient naturelles ou pas. C'est ça exactement. Mais est-ce que les personnes qui ont attrapé le Covid 2 fois... C'est ça la question. C'est ça la question. Ça serait génial. Est-ce que les personnes qui ont attrapé le Covid 2 fois... Ils ont leur passe sanitaire. Ils ont leur passe sanitaire sans vaccin? Peut-être, ce serait bien ça. Ce serait rigolo, ce serait tant mieux pour eux. Le choix initial du gouvernement, c'est de se reposer sur le consentement libre et éclairé de chaque citoyen pour accéder à la vaccination. C'est le choix initial du gouvernement, j'y peux rien. Ça veut dire quoi le choix initial? Ça veut dire ils ont dit ça, mais ils disent tout et ils changent d'avis. Ça veut dire que depuis le début, les allocutions d'Emmanuel Macron disaient je ne rendrai pas la vaccination obligatoire, et il a également dit le pass sanitaire ne sera pas un moyen d'accès aux choses du quotidien. Sauf qu'avec du coup l'introduction du pass sanitaire, ça induit une pression sur toutes les personnes qui ne se sont pas faites vacciner, puisque à l'heure actuelle, pour pouvoir avoir un pass sanitaire, il faut soit être vacciné complètement, soit avoir un certificat de rétablissement du Covid depuis moins de 6 mois, soit faire des tests PCR ou antigéniques, et ils sont valables seulement 48 heures. Et ces tests PCR et antigéniques vont devenir à terme des tests payants. Si bien que le passeport sanitaire va devenir un passeport vaccinal. Heureusement encore qu'on n'est pas en monarchie, quoi. Ça, avec la gouvernance par décret... Bref. Pourquoi dire oui à la vaccination ou pourquoi dire non à la vaccination? Ça, c'est une grosse question. Il y a plusieurs avantages à dire oui à la vaccination, d'après ce qui nous est dit. C'est d'abord que ça permet de se protéger apparemment des formes graves du coronavirus. Et la deuxième, ça, il y a un chiffre qui nous a été dit pendant l'allocution du 12 juillet, c'est que ça permet de moins transmettre le coronavirus aux autres. Attention, ça ne permet pas de ne pas l'avoir et ça ne permet pas de ne pas le transmettre du tout. Donc, super utile le vaccin. Génial, on l'aime. Le site de l'OMS dit le vaccin, ça permet surtout de réduire les hospitalisations et il faut toujours le coupler avec l'utilisation des gestes barrières, que j'aime plutôt appeler gestes de protection, parce que barrière tout de suite ça fait un peu genre... pourquoi dire non à la vaccination? Il y a aussi des arguments pour. L'argument le principal de ça, c'est que le vaccin, il a été développé... Alors le vaccin, je devrais dire les vaccins, parce qu'il y en a plusieurs avec des technologies différentes. Ils ont été développés de manière très rapide. On est passé à l'heure actuelle à la phase 4, c'est-à-dire la phase finale qui peut donc se développer partout dans le monde et distribuer le vaccin un peu à tout le monde. Donc la phase 4, c'est la distribution. C'est la distribution, mais la phase 3 n'est pas intégralement terminée puisqu'on n'a pas les résultats à long terme des premières inoculations qui ont été faites de ce vaccin. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe à la phase suivante sans avoir terminé la phase précédente? Mais ça veut juste dire qu'on est en train d'inoculer un vaccin dont on ne connaît pas les effets à long terme. Alors les autorités de santé ont plutôt tendance à dire que
c'est pas trop grave parce que globalement les vaccins se retournent pas contre la personne qui s'est fait vacciner après 2 mois, c'est-à-dire qu'on connaît les effets globalement après 2 mois et à long terme il n'y a pas trop de problème. C'est vrai que ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de problème, mais il y a au moins un cas d'un vaccin qui est le Dengvaxia, qui était contre la dengue, ça se dit la dengue ou la dengue en français. Qui est un vaccin qui a été fait par Sanofi et qui a été mis dans je sais plus quel pays mais qui n'était pas le nôtre. Au bout de 3 ans, il y avait des cas de dengue beaucoup plus graves, principalement chez les personnes qui avaient été vaccinées. Ça veut dire qu'on ne connaît pas non plus les effets à long terme de ce vaccin et que, de fait, c'est aussi un motif pour ne pas se faire vacciner. Après, le choix, chacun le fait. Soit c'est un bénéfice immédiat, avec un sentiment de protection immédiat, soit c'est pas de bénéfice immédiat, mais aussi la possibilité de se protéger de quelque chose dont on ne connaît pas et qui arriverait par la suite. Qu'est-ce que je pourrais faire comme vaccin aujourd'hui qui me ferait plaisir ? On a donc répertorié les différentes maladies pour lesquelles la vaccination était obligatoire pour les nourrissons, donc les 11 noms de maladies, les 11 vaccins contre lesquels ça protège, le taux de létalité, qui est donc le pourcentage de chances qu'on a de mourir quand on l'attrape, le taux de reproduction... Quand on n'est pas vacciné. Quand on n'est pas vacciné, évidemment. Le taux de reproduction du virus, qui est le R0, qui est le chiffre qui détermine combien de personnes quelqu'un qui est porteur du virus va-t-il contaminer, et les sources à partir desquelles on a réussi à trouver ces chiffres. Il se trouve que par rapport à tous ces chiffres, toutes les maladies pour lesquelles les vaccins sont obligatoires sont soit beaucoup plus létales que le Covid. Donc en fait, on vous explique tout ça parce qu'on n'est pas anti-vax, on n'est pas en train de dire que le vaccin c'est mal. Non, il y a juste des vaccins qui sont bien faits et d'autres pour lesquels c'est pas forcément nécessaire de vacciner l'intégralité de la population. Donc ce qu'on nous répond souvent, c'est attention, c'est pas le taux de létalité qui compte, donc le nombre de morts qu'on va avoir, c'est les hospitalisations. C'est pas faux. D'abord, il faut savoir que c'est difficile de réussir à trouver des chiffres complets sur le nombre de personnes qui ont été hospitalisées en France. C'est-à-dire qu'on a des estimations jour par jour. Ce qui est hallucinant quand même. Ce qui est assez fou. Parce qu'on est en Occident, on devrait pouvoir compter le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital pour telle ou telle chose. On compte le nombre de morts, mais on compte pas le nombre de personnes en total qui sont hospitalisées pour cas de Covid-19. On a réussi à trouver un PowerPoint d'origine un peu inconnue, donc il faut prendre ces chiffres-là avec des pincettes. C'est la source la moins fiable qu'on ait, je crois. Et qui permet d'avoir une étude du Covid et de la transmission du Covid sur un bateau. Bref, ça disait que le nombre de cas graves, il était à environ 9,7%. 9,7% des personnes qui ont été contaminées par le Covid ont développé un Covid sévère. Voilà. Les politiques de confinement qu'on a eues ont permis notamment la première, de ne pas surcharger les hôpitaux. Parce que brusquement, on avait un nombre de personnes hospitalisées très fort et un nombre de personnes en réanimation très fort par rapport à nos capacités d'accueil. Ce que souligne notamment une philosophe politique qui s'appelle Barbara Stiegler, c'est qu'on a opposé dans la politique française, vas-y tu peux le montrer, Barbara Stiegler, de la démocratie en pandémie. Ce livre-là, juste si vous voulez le lire pour avoir un petit avis, pour avoir un petit avis sur les différentes politiques qui ont été mises en place et pourquoi elles ont été mises en place, vous pouvez le lire. C'est une tuerie. On n'est pas rémunéré par Barbara Stiegler, on tient à préciser. C'est dommage. Barbara Stiegler, elle oppose une logique de flux à une logique de stock. C'est-à-dire qu'elle estime que, et c'est le cas pour l'hôpital, mais c'est le cas aussi pour de nombreuses choses comme l'université, etc., que pendant très longtemps, on a fait en sorte d'avoir une logique de stock, donc on se préparait au pire en dépensant pas mal d'argent, donc il y avait beaucoup plus de places disponibles dans les hôpitaux. Depuis 20-30 ans, je ne sais plus exactement combien de temps elle dit, on passe de la logique de stock à une logique de flux. C'est-à-dire qu'on enlève toutes ces places en plus pour pouvoir être à flux tendu et faire de l'hôpital public un endroit rentable. Or, c'est un... Ça défile. C'est ça défile. Gling, 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 gling. Exactement. Or, c'est un service public, donc après, on doit pouvoir s'interroger sur la possibilité de faire d'un service public un endroit rentable ou alors un endroit qui rend service au public. Ça, c'est une question de politique. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux que ça rende service au public plutôt que ce soit un endroit rentable. Mais manifestement, Emmanuel Macron... Vous en pensez quoi ?
Et donc il n'y a pas d'augmentation des lits d'hôpitaux. Au contraire, y compris dans la crise du coronavirus, il y a une descente du nombre de lits de réanimation, du nombre de lits d'hôpital disponibles, etc. Donc Emmanuel Macron, cohérence? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il fait porter sur nous, avec le vaccin, la responsabilité de ne pas transmettre le virus aux autres, sous prétexte qu'on ne peut pas accueillir suffisamment de gens dans les hôpitaux. Alors que s'il y avait plus de places dans les hôpitaux, plus de places en réanimation, plus de personnel formé, avec un salaire décent, c'est-à-dire plus élevé que ce qu'il y a à l'heure actuelle, eh ben on aurait moins de problèmes à gérer les flux de personnes qui rentrent dans les hôpitaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais ça veut dire qu'il y a aussi une politique sanitaire à avoir du côté du gouvernement, un effort qu'on demande systématiquement aux Français, mais qui à l'heure actuelle n'est pas fait du côté du gouvernement. Donc on peut conclure en disant que ce n'est pas une politique sanitaire. Cette crise sanitaire, c'est davantage un échec politique. D'ailleurs, en novembre 2019, il y avait une manifestation des soignants dont on a vu l'image absolument partout et c'était marqué « L'État compte ses sous, on comptera les morts ». Ah voilà. On y est. Et c'est pas fini parce que le coronavirus c'est un truc, mais qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir? Justement, qu'est-ce qui nous attend? En plus, il est pas terrible ce virus parce qu'il est pas très mortel, donc... Il n'est pas aussi mortel qu'on veut nous faire croire, et à l'heure actuelle, on met tellement de peur sur ce virus que si jamais on est en mesure d'accepter ce qui est en train de se passer avec ce virus, alors que c'est franchement pas le pire qui existe, ça veut dire qu'on va être à même d'accepter beaucoup plus de restrictions pour la suite qui arrivera, et qui arrivera forcément parce qu'avec le réchauffement climatique, les épidémies risquent de se multiplier. Tu peux préciser le rapport entre le réchauffement climatique et les épidémies? Ah oui, alors réchauffement climatique, on a changement de climat, réchauffement de la surface de la planète, mutation potentiellement génétique, manque d'eau, donc du coup des difficultés à avoir accès aux soins, et puis... Sans compter tous les virus qui sont coincés dans la glace et qui vont se retrouver bientôt à l'air libre. Voilà. Mon avis personnel, c'est que mettre en place un vaccin, c'est aussi un constat d'échec, au sens où ça veut dire qu'on n'a pas réussi à traiter la maladie en question. Ou on n'a pas voulu la traiter. Ou on n'a pas voulu la traiter. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont essayé de la traiter, surtout en France. Oui, mais justement, je voudrais en parler. Même qui n'ont pas fait, qui essayaient. Vas-y, je t'en prie. Il y a eu des essais cliniques sur des produits très coûteux. Remdesivir, Lopinavir, l'association, tout ça, avec ou sans interféron. Alors c'est un sacré vocabulaire, je vous invite à aller consulter l'essai Discovery pour savoir ce qui s'est passé. Et donc en fait c'était un traitement uniquement pour les gens qui étaient déjà hospitalisés. Ça s'est fait notamment entre mars et mai 2020, un peu plus tard que mars, avec les gens qui étaient déjà hospitalisés. Cet essai-là, c'est un gros fiasco à l'échelle européenne, parce que déjà il n'y a pas eu de coordination entre les pays, chacun faisait un peu son essai, c'était un peu le bordel. En plus de ça, ils n'arrivaient pas toujours à trouver des gens pour pouvoir réussir à traiter, à instaurer les traitements. Et donc ils ont plus... Comme quoi l'épidémie, elle était féroce, quoi. et donc ils ont essayé des traitements très coûteux, parce que, et ça c'est aussi un avis personnel, très probablement il y a une crise sanitaire. L'objectif des laboratoires, c'est d'y répondre, certes, mais aussi de réussir à en tirer un peu profit. Donc s'ils arrivent à mettre en place des médicaments très coûteux qui permettent de guérir la maladie, c'est quand même vachement mieux pour eux. Et pour l'autre chose qui a été testée, c'était la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Elle a été testée, mais elle a été testée uniquement sur les cas graves, et c'est-à-dire pas en prévention comme le préconisait Didier Raoult. Ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est une dévalorisation constante de toute personne qui affirme avoir trouvé un traitement contre le coronavirus, un traitement symptomatique, un traitement miraculeux, quel qu'il soit. Mais en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui est en dehors de la ligne officielle, qui allait vers le vaccin, parce qu'on a su très tôt, aux alentours de mai-juin 2020, qu'on allait avoir un vaccin, donc ça servait à rien de poursuivre sur des essais cliniques, on a directement compté sur le vaccin. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui affirme quelque chose contraire au vaccin, il est complètement défoncé. Il y a le docteur Jade Allègre, qui est médecin et naturopathe, et qui a affirmé avoir réussi à soigner d'abord 3 cas de coronavirus grâce à l'argile verte. On ne sait pas si ça fonctionne ou pas, mais ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des essais cliniques qui permettent de traiter les symptômes. Et en l'occurrence, l'objectif de Jade Allègre avec ça, c'est de traiter les symptômes dès les premières apparitions pour empêcher
les cas graves. Derrière ça, il y a aussi un autre traitement qui a été utilisé, qui s'appelle l'ivermectine, et qui a été très controversé pendant un moment. Et là, il y a une étude qui est sortie par l'Institut Pasteur en juillet 2021, et qui dit enfin que l'ivermectine, elle permet de soigner les symptômes chez les animaux, mais qu'elle ne permet pas d'enlever la charge virale. C'est-à-dire qu'on est toujours porteur du Covid-19 et on est toujours à même de le transmettre, juste on dérouille un peu moins. Donc parce qu'en fait, la condition de création d'un vaccin, ça devrait être finalement qu'il n'y a pas de traitement pour s'empêcher de mourir d'une maladie, non? C'est ça. Sauf que là, en fait, c'est fait à l'envers. On s'est reposé complètement sur la possibilité d'avoir un vaccin. Mais le vaccin, c'est pas forcément la solution miracle à tout. En vrai, le mieux, c'est quand même de réussir à s'en sortir sans le vaccin. Non ? On a des laboratoires qui essayent de tirer profit de la crise. Après tout, ils ont raison, hein, pourquoi pas. Ils ont une crise devant eux, ils essaient de gagner de l'argent. C'est le marché, c'est comme ça. Et on pense que les politiques, le gouvernement, est dans la même optique d'essayer de tirer profit de la crise, notamment avec l'instauration du pass sanitaire. Je cite Barbara Stiegler, qui dit à la page 48 « Il s'agissait au contraire de faire de la crise une aubaine pour renforcer la même logique, accélérer la course compétitive à l'innovation entre guillemets, tant du côté du numérique, avec l'e-learning, l'e-santé et les applications de traçage, que de l'industrie pharmaceutique, avec les molécules ou les vaccins. » Elle nous dit aussi autre chose, qui là pour le coup est plutôt de l'ordre du chantage qui est réalisé aux vacances. Ce chantage-là, il a eu lieu sur les vacances de décembre, avec notamment Noël qui a été autorisé, mais le jour de l'an qui a été interdit. Elle nous dit « La politique sanitaire du gouvernement, politique sanitaire entre guillemets, consista à s'obstiner dans l'inversion des responsabilités et la traque du relâchement des Français, qui prit la forme d'un chantage quotidien aux vacances. » Le relâchement donc, qui est pointé du doigt, c'était une forme de culpabilisation des Français sur le fait qu'ils se retrouvaient entre eux et en famille et qu'ils allaient contaminer tout le monde, notamment à Noël. À l'heure actuelle, cette culpabilisation-là, elle a lieu sur les non-vaccinés, en leur disant que s'il y a une reprise épidémique, c'est de la faute de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Et en fait, c'est marrant parce que cette culpabilisation, elle est super subtile. Moi, j'écoute la radio en voiture, et en fait, ils te matraquent de toujours les mêmes informations. Ils te donnent juste deux choses. Ils te disent le nombre de cas qui est en explosion, par exemple, là, ces derniers jours, avec le variant Delta, et l'information d'après, c'est le nombre de personnes vaccinées. Et donc, en fait, t'as ces deux informations mises ensemble, ils ont besoin de rien rajouter d'autre, ni aucun commentaire, ni justement aucune mise en contexte. Et du coup, juste d'avoir ces deux faits-là ensemble, eh ben, c'est une mise en opposition, en fait. Comme on est dans une optique de peur permanente avec le Covid et une forme d'absurdité constante des mesures qui sont proposées, puisqu'on l'a dit par exemple, avec le pass sanitaire, on n'a pas le droit de prendre le TGV sans le pass sanitaire, à partir du 1er août normalement. Par contre, on a le droit de prendre les transports en commun, RER, tout ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de problème. Et donc on peut passer 1 heure dans un TGV, mais avec un pass sanitaire, et 1h30 dans un RER, mais sans le pass sanitaire. Ça, pas de problème. Ça confère à l'absurde. Ça fait que les gens ils vont avoir tendance à avoir des réactions liées à leur instinct de survie, sans esprit critique. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de débat et que c'est toujours oui, je vais me faire vacciner ou non, j'en ai pas envie. Et de toute façon, c'est extrêmement catégorique. L'optique, c'est vraiment d'essayer de briser en fait les résistances possibles. À l'heure actuelle, le pass sanitaire, il introduit une discrimination entre les gens en fonction de leur état de santé ou leur état vaccinal. D'après le code pénal, article 225-1, c'est défini comme une discrimination. Le tout avec un certain nombre d'absurdités. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que vous soyez vacciné ou non, le pass sanitaire, c'est une aberration. Que vous soyez en possession d'un pass sanitaire ou pas, d'essayer le moins possible de l'utiliser. C'est-à-dire... Pour l'invalider, quoi. Ouais, pour l'invalider. En l'occurrence, il y a au moins 57% de la population qui le possède, ce pass sanitaire. On a vu le 21 juillet, qui est le jour d'entrée en vigueur du pass sanitaire, une baisse de fréquentation des cinémas de l'ordre de 70%. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui disposent du pass sanitaire et qui refusent de l'utiliser. Et ça, c'est une très bonne idée. Parce que ça va permettre de faire en sorte que ça s'en aille, parce que c'est une aberration sans nom.
Et ça, que vous soyez vacciné ou non. Bisous. Bisous.